Bonjour et bienvenue. Je suis Jean-Philippe Descas et vous écoutez Oser. Oser est un podcast pour mieux comprendre les enjeux de notre monde face à l'urgence sociale et écologique. Aujourd'hui, je reçois Justine Loiseau, docteur en sciences de gestion, pour parler des communs, de comment s'organiser en commun, notamment à travers son cas d'étude sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Bonne écoute. Bonjour Justine Loiseau. Bonjour. Bienvenue sur Oser. Merci pour l'accueil. Justine, je suis vraiment ravi de te recevoir sur le podcast aujourd'hui pour parler de tes travaux de recherche, notamment sur les communs et ton terrain de recherche en particulier qui est assez particulier puisqu'il s'agit de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Avant que tu nous présentes un petit peu tout ça, est-ce que tu pourrais déjà nous dire un petit peu qui tu es, et quel est ton parcours ? Oui. D'abord, mon parcours. Après le bac, je suis rentrée à Dauphine et j'ai fait à peu près toutes mes études à Dauphine avec d'abord une licence d'économie. Puis après, j'ai un master en responsabilité des organisations et développement durable. Et puis après, j'ai enchaîné avec une thèse en sciences de gestion sous la direction de Véronique Perret. Dans mes centres d'intérêt de recherche, ce qui m'intéresse, ce sont les organisations qu'on peut appeler alternatives, les communs, mais aussi tout ce qui est les approches féministes et puis la question finalement de comment est-ce qu'on s'organise dans l'époque de l'Anthropocène, en tout cas les questions de soutenabilité, qu'elles soient écologiques ou sociales. Et puis, à côté de ça, je suis aussi membre d'une association qui s'appelle la COP des communs, qui rassemble des personnes dans la pratique et des personnes issues du milieu de la recherche qui essaient de tisser des ponts entre l'économie sociale et solidaire et le monde des communs. Et dedans, je suis dans plusieurs groupes de travail. Un groupe de travail commun de proximité avec lequel on vient de sortir un ouvrage collectif. Et puis deux groupes un peu plus récents, commun et forêt et commun et genre. Donc ça situe un peu aussi les questions sur lesquelles je peux travailler. Et peut-être pourquoi aussi une question, c'est si je viens de ce milieu-là, de l'économie, de la gestion, pourquoi est-ce que je m'intéresse aux communs ? Les communs, c'est quelque chose dont j'ai entendu parler finalement en cours, au début, en cours d'économie. Là, j'ai entendu parler de la tragédie des communs et puis Ostrom. Et en fait, ça m'avait marqué parce que quand j'étais encore à faire des études, en fait, j'avais assisté à un festival d'alternatives paysannes. Et je me souviens encore, il y avait Benjamin Coria, qui est un économiste hétérodoxe, qui faisait une petite conférence sur les communs. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Parce qu'en fait, moi, à l'époque, j'étais donc en première année de master. Et ce qu'on me racontait plutôt, c'était que même si on mentionnait un peu les communs, mais surtout pour résoudre les problèmes environnementaux et sociaux, les outils qu'on me proposait, c'était des outils de marché. C'est-à-dire que c'était, il faut peut-être faire des taxes, il faut peut-être améliorer l'information aux consommateurs. Et moi, je me disais que quand même, un des problèmes qu'on a, c'est que tant que la catastrophe est à distance, moi, ça ne me touche pas, en fait. Même si je sais et je vois un label, tant que je ne mets pas la main à la pâte, je ne me sens pas vraiment concernée. Et dans ce que je comprenais, ou je commençais à comprendre des communs, je me disais qu'il y avait cet aspect-là, c'est-à-dire que, en fait, on est concerné par tout ce système-là. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit que les communs, ça pouvait être quelque chose d'intéressant, donc j'ai fait ma thèse là-dessus. D'accord, écoute, c'est génial. Tu as mentionné rapidement tout à l'heure le terme d'organisation alternative. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça fait référence à quoi ? Alors, les organisations alternatives, c'est surtout en fait un mot de la recherche en sciences de gestion qui, historiquement, s'est quand même plutôt intéressé aux grandes entreprises et aux organisations à but lucratif. Si on regarde un peu l'histoire des sciences de gestion, c'est quoi les noms qu'on connaît ? C'est Taylor, Ford. Donc, c'est pas des noms qu'on associe à des choses alternatives.
Et donc, les organisations alternatives, c'est un concept qui est un peu neuf en sciences de gestion, mais qui commence à avoir des définitions un peu plus précises. On peut le définir de manière assez vague comme quelque chose, toutes les organisations qui sont à la périphérie du mainstream, qui ne rentrent pas exactement dans les clous, qui ne répondent pas à la grande définition qu'on a du business as usual, de la grande entreprise à but lucratif. Ce ne sont pas des multinationales. Et d'autres définitions, ce serait de dire que c'est aussi des organisations qui déconstruisent qui permettent de penser d'autres possibles, c'est-à-dire qui élargissent aussi l'imaginaire de ce que ça peut être s'organiser. Donc, par exemple, c'est des organisations qui vont essayer de penser la question de la démocratie, qui vont essayer d'organiser le travail autrement que ce qui aujourd'hui relève plutôt du réflexe. Donc c'est à la fois des organisations qui font advenir des choses désirables, d'autres mondes désirables, pour se dire que ce qui existe aujourd'hui, parce que c'est un grand slogan qu'on a gardé des années Thatcher, de il n'y a pas d'alternative, there is no alternative. Et si, peut-être. En fait, il y a des choses qui se font, qui sont expérimentées. Et c'est aussi, et c'est pas seulement des organisations qui font advenir des choses désirables, mais il y a aussi un aspect qui me semble important dans ces organisations-là, c'est qu'elles refusent aussi un ordre des choses. Donc il y a aussi il y a à la fois une articulation, et là je reprends une expression de Jay Jordan et de Isabelle Frémaux, qui ont écrit un livre à propos de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. La manière dont ces deux personnes définissent la ZAD disent que c'est un endroit qui a articulé à la fois ce oui et ce non. Et je pense en tout cas qu'on peut donner un peu cette définition-là des organisations alternatives, qui à la fois refusent l'ordre existant et qui font des choses, c'est pas seulement non, scrogneux, on n'est pas d'accord, mais c'est aussi on s'organise et on fait advenir des choses désirables. Et comme exemple, par exemple, ça peut être des coopératives, des associations, ouais. des collectifs un peu informels. Alors les coopératives et les associations, c'est des formes d'organisation qui sont issues de la révolution industrielle, donc qui sont dans l'économie sociale et solidaire. Donc les organisations alternatives, elles ne sont pas seulement alternatives du point de vue du statut, mais c'est dans des faire autrement. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on fait différemment dans une coopérative ou dans une association ? On essaie de faire de la démocratie, c'est-à-dire que les membres peuvent participer à la gouvernance. Dans une coopérative, ce ne sont pas les actionnaires d'un côté qui sont propriétaires de l'entreprise et de l'autre les travailleurs qui ne possèdent pas l'outil de travail. Dans les coopératives, non, en fait, c'est un membre, une voix. Et puis, par exemple, une chose aussi dans les associations, c'est que dans une association, il n'y a pas de capital. Personne ne peut s'approprier le patrimoine de l'association. Et donc là, pareil aussi, on sort aussi des clous. Et c'est principalement ces organisations-là, dites un peu donc alternatives, qui s'intéressent à la question des communs, ou c'est aussi d'autres organisations plus capitalistes, but lucratif Alors, déjà, une première chose, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir de statut. C'est vrai que dans les organisations alternatives, il y a aussi toutes les organisations. Et là, en fait, le mot organisation, c'est des gens qui s'organisent sans forcément avoir de statut, dans les mouvements sociaux, par exemple. Et puis, les communs, oui. Alors, en fait, les communs, c'est plutôt des gens qui s'organisent, des initiatives, on utilise parfois l'expression en anglais de bottom-up, c'est-à-dire à partir de la base, issus des mouvements sociaux, qui mobilisent cette notion, même si cette notion, elle n'est pas tout à fait nouvelle. Après, il y a des personnes comme Benjamin Correa qui disent que, attention, il y a aussi aujourd'hui de plus en plus les grandes entreprises et les personnes au pouvoir dans l'État qui utilisent ce terme de commun, mais il peut y avoir aussi ce qu'il appelle du common washing, donc ça dépend. Moi, c'est vrai que la manière avec laquelle je travaille la notion, elle est plus en lien avec la manière dont les gens qui s'organisent et qui essaient de faire différemment la mobilisent. Justement, je te propose qu'on rentre un peu plus dans le dur sur cette histoire des communs, puisque, comme tu le dis, en fait, c'est difficile d'y voir très clair sur ce qu'on entend par les communs.
Parfois on dit les communs, les biens communs, et puis on entend un peu de partout. Est-ce que tu pourrais un peu nous éclairer là-dessus, bien qu'est-ce qu'on entend par les communs? Alors déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est pas du tout une notion nouvelle. Par exemple, Marx, il en parle, Polanyi en parle, et c'est une notion qu'on entend dans le débat public et qui est utilisée par les personnes depuis un moment. Et puis comme tu as dit, il y a plein de concepts proches. Il y a le bien commun, les biens communs, les communs. Alors en fait, aujourd'hui, on peut dire que c'est pas exactement la même chose et ça dépend de quoi on parle. Donc la première chose que je peux dire, c'est que c'est pas le bien commun comme l'intérêt général ou un grand bien éthique, c'est autre chose. Déjà, on peut dire ça. Alors, la première chose, première approximation, c'est là, je vais utiliser les communs ou les biens communs un peu pareil, mais ça désigne historiquement des terres, des espaces partagés qui ne relèvent pas de la propriété privée. En français, on parlait plus précisément de communaux. Et quand on raconte l'histoire de ces communaux, en fait, souvent, on fait le récit des enclosures. Alors, c'est quoi les enclosures ? Quand il y a des historiens qui disent que ça correspond à une période de l'histoire de la fin du Moyen-Âge, en particulier en Angleterre, où les communaux, donc ces terres-là, ont été privatisées. Elles ont été transformées en terrains privés. Et donc, on garde le terme anglais, en fait, en français, mais on pourrait traduire par enclôturation ou embocagement, le fait de créer les bocages. Et en général, en fait, on parle de biens communs, en tout cas de biens communs, pour décrire les ressources qui sont non soumises à la propriété privée, comme ces terres-là, et sous forme de propriété partagée. Dans les débats publics, on entend beaucoup cette notion-là de bien commun quand il y a une critique citoyenne de la privatisation. Récemment, à Sainte-Soline, on peut voir des pancartes écrites où il y a écrit « au bien commun ». Mais en fait, déjà, même il n'y a pas si longtemps que ça, mais dans les années 90-2000, on a eu la même chose. On a eu tout un mouvement citoyen contre les enclosures, spécifiquement de la sphère de la connaissance et de l'information. Il y a des gens qui venaient de plein de milieux différents, qui ont commencé à réfléchir ensemble à la question, notamment des gens qui se battaient contre les OGM et les semences, la privatisation des semences, parce que ça correspond à une privatisation de l'information génétique, des gens qui se battaient pour avoir des informations sur le fait que les grandes entreprises qui faisaient des médicaments aussi faisaient des brevets et que ça empêchait l'accès aux médicaments. Et aussi des gens des logiciels libres qui dénonçaient aussi la privatisation des logiciels et d'utilisation d'Internet. Donc déjà, on voit en fait qu'avec cette première définition, cette approche d'historique des biens communs, c'est souvent la question de la propriété qui est autour des communs et aussi, en fait, pourquoi est-ce qu'on parle souvent de la propriété privée ou alors que les biens communs, c'est une alternative à la propriété privée? Mais en fait, ça s'explique aussi avec l'histoire intellectuelle de la notion, parce qu'en fait, il y a deux grandes figures qui sont rattachées à l'histoire des communs quand on parle de propriété. C'est Garrett Hardin d'abord, et puis Elinor Ostrom. Alors, Garrett Hardin, c'est qui ce monsieur? C'est celui qui a parlé de la tragédie des communs. Ça, souvent, quand on dit les communs, c'est la phrase suivante. Ah oui, mais non, ça marche pas parce que tragédie. Alors, et donc, la personne qui a écrit ce texte-là, qui est paru dans les années 60, c'est Garrett Hardin, et c'est un biologiste états-unien. Et en fait, cette histoire-là de la tragédie des communs, en fait, c'est un petit exercice de pensée. Il écrit une histoire sur des éleveurs qui ont, dans son affaire, accès à une même prairie. Et naturellement, c'est ce qu'il explique, ils vont surexploiter la prairie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les éleveurs vont suivre leur intérêt personnel pour maximiser leur intérêt. Et comme, selon Hardin, tous les humains sont habités par la compétition, sont égoïstes et ne communiquent jamais entre eux, même si on habite dans le même village, il n'y a pas d'issue. Sa conclusion, c'est que quand il n'y a pas accès libre, ça ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est absolument de la propriété privée individuelle, qu'elle soit publique ou privée. Donc, en fait, il faut toujours qu'il y ait un seul propriétaire, sinon on va tout surexploiter, il n'y a pas d'alternative. Et en fait, cette thèse-là, de la tragédie des communs, c'est une des plus connues des sciences sociales. C'est vraiment,
je pense que c'est vraiment une des idées qui est intégrée comme la vérité vraie, sauf qu'en fait, c'est une thèse qui n'a pas fait vraiment l'objet d'un travail critique. Mais dès qu'on ouvre le texte original, très vite quand même, on a la paupière qui s'agite, parce que déjà, c'est un exercice de pensée, il n'y a pas de preuves, c'est pas basé sur des faits scientifiques. Il y a plusieurs auteurs, il n'y a pas que moi qui le dis, franchement, c'est pas très rigoureux, c'est pas très bien écrit non plus. Et puis, vraiment, il y a des phrases dans le texte qui disent exactement, il dit « La liberté d'engendrer est intolérable et causera la ruine de tous », et que nous devons ouvertement, je cite, nous devons ouvertement nier la validité de la Déclaration universelle des droits de l'homme, même si elle est promue par les Nations Unies, car mieux vaut l'injustice que la ruine totale. Donc c'est vraiment des phrases que Gareth Hardin écrivait. Et pourquoi est-ce qu'il écrit ça ? Parce qu'en fait, sa prairie, ses éleveurs, en fait, c'est une métaphore de ce qui se passe sur la planète. Pour lui, ce qui va causer la ruine de tous, c'est la surpopulation. Parce qu'en fait, c'est un néo-malthusianiste. Il pense que la ruine vient de la surpopulation et il est eugéniste. Parce qu'en fait, il explique aussi qu'une des principales causes de cette menace, elle est à la fois quantitative et qualitative et que c'est aussi beaucoup à cause de la population qui vient de l'immigration. Il était très investi dans la Fédération pour la réforme de l'immigration, qui militait pour la fermeture des frontières. Et donc ça, tout ce travail-là de voir qui était cet homme-là, c'est notamment l'historien Fabien Locher qui l'a fait. Et puis, en fait, il suffit de lire le texte pour voir qu'il est ouvertement raciste et sexiste. Il parle de la reproduction, mais jamais on parle des femmes dans le texte. Donc, Gareth Hardin, les personnes qui ont lu, il y a plutôt un consensus pour dire que c'est pas forcément une personne recommandable et que ce qu'il écrit n'est pas non plus solide scientifiquement. Et ça, c'est terrible parce que la tragédie des communs, c'est quand même quelque chose qui est très ancré dans notre manière de réfléchir et c'est presque un réflexe. Et donc, il faut vraiment commencer à douter de cette question. Et comme c'est une idée très ancrée, il a fallu attendre un prix Nobel pour que peut-être on a pu commencer à égratigner cette idée-là. Et ce prix Nobel, en fait, c'est Elinor Ostrom qui l'a eu en 2009. Et donc, c'est la deuxième grande figure qu'on connaît peut-être quand on parle des communs. Donc, Elinor Ostrom, c'est aussi une États-Unienne. C'est la première femme à avoir obtenu le prix Nobel dit d'économie en 2009. Et ce Nobel, il vient reconnaître son travail, celui de toute son équipe, sur des objets qu'on a traduits par bien commun ou commun en français, mais en fait en anglais, elle parle de Common Pool Resources. Donc, dans les dernières traductions, notamment de son discours, les traducteurs ils ont décidé d'appeler ça « réservoir commun de ressources ». Donc, on peut garder aussi cette expression-là. Et puis, déjà, première chose qu'on peut dire, c'est que contrairement à Hardin, elle était beaucoup plus rigoureuse. Tout ce qu'elle raconte, c'est basé sur des expériences en laboratoire, des études de terrain. Elle avait une équipe de recherche, des modèles. C'est de la science. Et puis, alors, qu'est-ce qu'elle fait par rapport à Hardin ? Déjà, elle démontre plein de choses. En tout cas, elle déconstruit des idées préconçues chez Hardin. Au moins 4. La première, c'est qu'elle montre qu'il existe des formes d'organisation durables, et durables au sens de pérenne dans le temps et de soutenables écologiquement et socialement, en dehors du marché et de l'État. Et ça, partout dans le monde. Donc, propriété privée, propriété publique, ce n'est pas les deux seules possibilités. Elle montre aussi que les individus sont capables de coopération et sont capables d'autoproduire des règles. Donc, les gens, quand ils habitent dans un même village, ils vont quand même discuter entre eux. Elle montre aussi, et là c'est aussi une chose chez Hardin, pour lui, s'il n'y a pas de propriété privée ou publique, ça veut dire qu'il n'y a pas de propriété du tout. Mais en fait, elle dit non, propriété partagée ne veut pas dire absence de propriété privée. La propriété privée n'est qu'une forme de propriété parmi d'autres. Et là, pareil, c'est la propriété privée, en Occident, c'est quand même, on se dit que c'est naturel, que c'est la seule manière de s'organiser. Elle dit, non, en fait, c'est une construction sociale, et il y en a plein d'autres qui existent. Et puis aussi, autre chose qu'elle montre, c'est que les individus
oui, c'est même pas que la question de la coopération, c'est que en fait les individus communiquent et donc cette communication permet de construire des formes de gouvernance collective et originale. Et puis en fait elle montre que aussi autre chose qu'elle montre, c'est que oui, en fait, c'est pas seulement la ressource qui compte. Ce qui compte, en fait, c'est la manière dont on s'organise pour gérer cette ressource. Et donc, ce qu'elle met vraiment en évidence, c'est que dans un commun, ce qu'il y a, c'est à la fois une ressource, oui, mais en fait, ce qui compte aussi beaucoup, c'est la communauté des humains, et puis des règles. Et donc, en fait, souvent, c'est ça qu'on retient d'Ostrom, c'est que les communs, c'est un triptyque, c'est une ressource, une communauté, des règles. Et donc, moi, je vais utiliser le terme de commun, mais en fait, je vais parler de commun pour parler d'une organisation sociale. Je ne parle pas d'une ressource quand j'utilise le terme de commun. Ce sont tous ces éléments-là. D'accord, merci beaucoup Justine pour ce retour sur un peu l'historique de la pensée autour des communs. Et effectivement, c'est rigolo quand tu mentionnais l'expérience de pensée de Hardin, ça me faisait penser aussi à Smith. Et l'expérience de pensée de Smith sur l'histoire de la monnaie, par exemple, avec le fait que, avant la monnaie, effectivement, on faisait du troc, et puis à un moment donné, on s'est dit, on devient intelligent, on fait venir la monnaie. Et ça, c'est Graeber qui explique bien que, c'est juste une expérience de pensée qui n'est basée sur rien. Et finalement, il y a beaucoup d'expériences de pensée comme ça, qui restent comme ancrées et dont on n'arrive pas à se dépêtrer, même si on les a un petit peu fait démentir depuis de nombreuses années. Donc voilà, merci de m'y rajouter. Et puis si tu veux, je peux continuer sur les communs comme organisation sociale. Mais avec plaisir, ouais. Alors, donc du coup, comme je disais, le commun, c'est une organisation sociale et ce que montre en particulier Ostrom, c'est qu'elle insiste sur la question de l'allocation, c'est-à-dire sur la manière dont on partage ces ressources. Mais en fait, si on regarde, par exemple, si je prends l'exemple d'une pêcherie, donc ça c'est notamment les exemples qu'elle prend, c'est que dans une pêcherie en commun, c'est un commun si les pêcheurs décident entre eux de comment on peut se répartir le poisson, quelles sont les règles d'allocation. Mais pour ça, ils ont besoin en fait de décider ensemble de quelles sont aussi les manières de prélever le poisson et puis pourquoi est-ce qu'on l'utilise. Donc en fait, on voit aussi quand on commence à s'intéresser à des cas en particulier que la question des communs, c'est pas seulement la question de l'allocation des ressources, c'est aussi la question de la production et de l'usage. Donc l'allocation, c'est comment est-ce qu'on distribue, on répartit. La production, c'est comment on produit, et puis l'usage, c'est comment on utilise ou consomme. Donc c'est la question de la consommation. Et donc c'est pour ça aussi une autre manière de définir les communs, c'est de dire que les consommateurs, les usagers, sont également les producteurs. Dans un jardin géré en commun, les gens bêchent et cuisinent les légumes. Et la manière dont ils ont de décider de comment est-ce qu'on produit ou comment est-ce qu'on fait l'usage des légumes est en fait indissociable. Parce qu'à partir de quand est-ce que je peux dire que quand je bêche, ça revient de la production, quand je cuisine, c'est de la consommation. Enfin, où est-ce que je mets le curseur de cette différence-là entre de la production et la consommation ? Et là, je rebondis sur David Graeber. En fait, lui, il le dit bien. David Graeber, il dit que la révolution industrielle, c'est aussi l'invention de la séparation entre production et consommation. En fait, la révolution industrielle, c'est aussi la fin de l'artisanat, de la paysannerie, de l'économie de subsistance. Ça, c'est, parce que jusqu'ici, on produisait, on consommait dans les maisonnées. C'est autre chose aussi que Geneviève Prévost montre dans son dernier ouvrage. Et donc, la révolution industrielle, c'est le fait d'inventer qu'on produit dans les usines, on consomme dans les supermarchés et à la maison. Et donc là, en fait, c'est seulement à partir de là qu'on est capable de dire exactement que ça, c'est de la production et que ça, c'est de la consommation. Et aussi, avant, ce que j'avais dit, donc ça, déjà, c'est une première chose qui est intéressante sur les communs. Et autre chose qu'on peut dire, c'est que j'avais dit que les communs, c'était ni de la propriété privée ou publique. Aussi, une autre manière de dire, c'est que les communs, ça relève pas exactement de la logique du marché, notamment sur la question de l'allocation.
puisque en fait les règles sont autodéterminées par la communauté. Donc c'est pas les règles du marché qui viennent expliquer et dicter comment les ressources sont allouées. Et on est aussi potentiellement sur une allocation qui est en nature et non pas en système de prix. Oui, aussi. En fait, il peut y avoir plein de manières de faire. Mais donc, ce que je veux dire là, c'est qu'à la fois, en montrant que dans les communs, c'est difficile de voir la différence entre production et consommation, et qu'en plus, on n'est pas dans une régulation par le marché, on voit bien que c'est pas très compatible avec un capitalisme marchand. Et donc là, en fait, ça me permet de rebondir sur le terme que j'ai utilisé tout à l'heure de enclosure, où j'ai dit que c'était un moment dans l'histoire. Mais en fait, quand on regarde certains auteurs, notamment les marxistes autonomistes, comme Silvia Federici, en fait, ils disent que les enclosures, c'est pas un épisode de l'histoire. Mais en fait, c'est un mouvement continu. C'est un mouvement continu du capitalisme, parce que le capitalisme est un système qui, structurellement, ne peut se maintenir qu'en expansion. Il a toujours besoin de nouvelles ressources. Et donc, en fait, les communs, si on les prend un peu dans une perspective processuelle, c'est aussi des formes d'organisation qui sont à la fois... en fait, elles sont forcément en lutte et elles sont à la fois victimes, parce que en fait, le capitalisme peut essayer de les capturer, capturer les ressources qui sont dans les communs, mais aussi les communs peuvent, en s'organisant, prendre des ressources, en tout cas, au capitalisme. En tout cas, c'est forcément une relation antagoniste et de lutte. Donc aussi, c'est une autre manière de définir les communs, c'est un mode d'organisation alternatif aux enclosures. Et les enclosures, on peut le définir au moins simplement par une forme de capture par l'État ou par le marché. Donc vraiment, et donc pour souligner ce fait-là qu'on est bien sur une question d'organisation, il y a un autre terme qui est utilisé en anglais, c'est le terme de commoning, pour à la fois dire que les communs, c'est pas une chose, c'est un processus organisant. Voilà. Ok. Et effectivement, sur les enclosures, c'est aussi Aurélien Bernon qui montre très, très bien ça. Effectivement, c'est sur le temps long. On parle souvent des enclosures comme étant, comme tu l'as dit, sur la fin du Moyen-Âge, ce mouvement en Angleterre. Mais en fait, on remonte même plus loin. Je crois qu'il y a aussi des écrits d'historiens sur les forêts en Allemagne, avant, même pendant le Moyen-Âge, et sur justement l'appropriation de ces terres. Et tu le dis très justement, en fait, l'histoire de la propriété privée ou de la propriété publique, et donc du capitalisme, qui soit marchandisé ou d'État, c'est une histoire d'appropriation de ce qui est du commun. Et par rapport à justement les communs comme organisation sociale, dont tu commençais à parler, c'est là qu'on voit que c'est peut-être aussi un peu différent de ce que étudiait Ostrom, puisqu'on est sur un commun comme une forme d'organisation et non plus comme la gestion de ressources communes, en fait. Et est-ce que tu pourrais peut-être préciser, ou alors est-ce que je dis des bêtises et dans ce cas-là, réponds directement. Mais est-ce que c'est la question de la séparation entre la communauté et la ressource que tu poses ? Non, mais c'est comment, en fait, de ce que je comprenais sur le commoning comme organizing, en fait, c'est que c'est vraiment un modèle d'organisation en commun qui va plus loin que l'allocation et la consommation de manière privée, en fait, de la ressource sur laquelle on s'est tous mis d'accord sur comment le prélever, comment le produire, etc. Mais qu'en fait, il y a une forme commune aussi de consommation et d'usage, et pas privée suite à une allocation entre les différents membres de la communauté. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'on peut parler de modèle dans le sens où le commun, c'est surtout le commun ou le commoning, c'est surtout un processus. Donc, c'est aussi difficile à représenter une fois qu'on a décidé qu'on prenait plutôt sous une forme processuelle. Mais après, ce que Ostrom a fait, c'est qu'elle a produit plein de concepts et des manières en tout cas pour les acteurs qui essaient de faire ces choses-là, c'est quand même des outils conceptuels qui sont très puissants sur la manière dont elle a essayé de définir autrement la propriété privée, sur c'est quoi les grands dangers ou dont les communs sont victimes. Enfin, en tout cas, la pensée d'Ostrom aujourd'hui, elle permet d'outiller quand même fortement les personnes. Mais après, moi, je m'en détache un peu plus dans mon travail parce qu'une des principales limites que je trouve à son travail, c'est la question de la séparation entre la communauté et la ressource.
D'accord. Et est-ce que tu peux en dire un peu plus? Parce que jusqu'ici, là, c'est ce que j'ai dit, les communs, on peut dire que c'est une communauté humaine qui gère une ressource selon des règles qu'elle a elle-même définies. Mais quand même, quand on dit ça, ça veut dire qu'il y a d'un côté la communauté, de l'autre la ressource, et qu'en plus, la communauté humaine, elle maîtrise, elle décide parfaitement ce que devient la ressource. Mais quand même, quand on regarde un peu ce qui se passe aujourd'hui... dans le regain de la pensée d'écologie politique, on nous dit quand même que, attention, cette manière de penser, elle peut être remise en question. Là, ça m'a fait repenser, parce que je lisais hier La malédiction de la muscade. Oui, une table gauche. Une table gauche. Et il cite Caroline Merchant qui dit que, attention, quand même, en tout cas, la modernité, c'est l'avènement d'une vision inerte de la nature et que c'est pas quelque chose qui est vrai de tout temps et que ça vient avec la colonisation du monde. Et qu'il n'y a que les modernes, finalement, pour penser qu'il y a les phénomènes sociaux expliqués par les dynamiques humaines d'un côté et les phénomènes naturels de l'autre, expliqués par des dynamiques non humaines. Parce qu'en fait, dans d'autres peuples, il peut y avoir d'autres manières de composer les mondes, pour prendre l'expression de Descola. Et donc là, je reprends l'exemple sur lequel je suis tombée hier, dans La malédiction de la muscade. Il mentionne, par exemple, que la place que les volcans ont dans les histoires des peuples autochtones, en fait, ça faisait un peu... les Blancs trouvaient ça vraiment un peu ridicule, parce que les autochtones disaient que parfois les volcans, c'était comme... ils étaient considérés comme des ancêtres. Mais en même Et donc, les Blancs trouvaient ça ridicule, mais en même temps, cette forme de pensée permet d'intégrer le volcan dans la communauté. Et donc que l'histoire du volcan et que l'histoire de la communauté sont complètement indissociables. Et ça, c'est quelque chose que les modernes ne font pas. Donc ça, c'est une critique qu'on peut faire à Ostrom, c'est-à-dire qu'elle a travaillé beaucoup aussi sur des formes d'organisation autochtone, en fait, dans différentes parties du monde, mais sans tenir compte de cette autre manière de composer les mondes, et qu'elle leur a plaqué cette vision du monde qu'on est forcément dans une relation de gestion avec les non-humains, et que bien sûr, qu'on peut séparer les deux. Et puis en plus, aujourd'hui, on voit la limite de ce genre d'exercice, parce qu'avec le réchauffement, avec le changement climatique, les catastrophes, on ne peut pas passer à côté du fait que les humains agissent sur la sphère naturelle. Aujourd'hui, les humains déplacent plus de sable et de roches que les vents et les mers. Et puis, inversement, que le domaine naturel agit sur la sphère sociale. On entre sur les beaux jours, et bien la question de la sécheresse de tous les ans se fait de plus en plus pressante. On a eu des inondations, des ouragans. Donc, est-ce qu'on peut continuer à raconter l'histoire et à faire des théories en disant qu'il y a d'un côté les humains et de l'autre côté la nature, et qu'il n'y a que les humains qui ont une capacité d'agir, et qui participent aux décisions et qui maîtrisent tout? Est-ce qu'on peut continuer à raconter l'histoire minière sans parler du travail des chevaux dans les mines, ou de leur résistance aussi à travailler? Et donc, est-ce qu'on peut dire, quand il y a une organisation humaine pour produire du bois d'une forêt, que les arbres et la faune n'ont aucune capacité d'agir et qu'ils ne comptent pas du tout dans la manière dont on s'organise? Donc là, ça pose directement la question des communs, qui sont quand même une théorie aussi qui a été dont l'histoire repose beaucoup sur l'étude aussi des ressources naturelles. Mais là, je voudrais quand même souligner quelque chose, c'est que je ne rentre pas sur la question de la responsabilité. Parce que je pense aussi au livre de Andreas Malm, Avis de tempête, qui s'énerve contre cette démarche de déconstruction de la dichotomie nature-culture, parce que pour lui, c'est vraiment dangereux d'un point de vue stratégique, parce qu'on dilue la question de la responsabilité. Mais je pense qu'on peut reconnaître une capacité d'agir des autres êtres en gardant les idées claires sur les responsabilités. Le réchauffement climatique, c'est pas la faute du carbone, c'est la faute d'humains qui ont émis du carbone, et pas de tous les humains, des humains qui entretiennent des entreprises climaticides, et en particulier les grandes entreprises à but lucratif, et d'autant plus lorsqu'elles sont multinationales. Et on voit bien, et par exemple Amitav Ghosh, il critique aussi cette vision-là, et on ne pourra pas lui reprocher d'oublier la question de la responsabilité. Il nomme bien les responsables dans son récit. Donc bref, donc pour revenir aux communs, en fait, c'est ça une des questions, c'est que la théorie des communs, elle est parcourue par cette vision du monde qui n'est pas universelle du tout. Et en même temps, d'un autre côté, on dit qu'on fait... on a tendance à dire aussi qu'il y a eu que les communs, c'est universel, et que tout le monde fait du commun.
Et donc, ce que je propose, en tout cas dans ma thèse, en m'appuyant sur d'autres auteurs, c'est de dire que peut-être que la notion de ressources, en fait, elle est problématique parce qu'elle pose une certaine manière de se relier aux êtres non humains. Et donc, à la place, je propose de parler d'une communauté composée d'humains et de non-humains. Donc, il y a plein de manières d'appeler il y a plein d'expressions. Donc, j'ai dit communauté plus qu'humaine, mais il y a aussi l'expression communauté multi-espèces. C'est juste pour dire qu'il n'y a pas que des humains dedans. Et que, en fait, le commun, ou le commoning, c'est le fait que les humains cherchent à s'organiser avec cette communauté pour la reproduire et pour la défendre face aux enclosures. Et donc là, en fait, première question, ah oui, mais du coup, s'il n'y a pas de ressources, qu'est-ce qu'on gère? Qu'est-ce que tu regardes? Moi, ce qui m'a intéressé dans mon travail, c'était... j'ai renoncé à essayer de fixer quelque chose qui était la ressource. En fait, je décris la circulation d'un surplus matériel. Ça peut être du bois, ça peut être de la sciure qui peut se transformer, puis après ça devient du compost, ça peut être aussi des compétences. Et donc, on n'est pas dans l'essentialisation d'une certaine ressource, c'est ce qui circule dans le commun, c'est ce qui est échangé. Et du coup, qui est peut-être plus en lien avec une manière de voir qui serait l'idée de la reproduction de la vie, plutôt qu'un usage en fait marchand ou destiné à une quelconque utilité autre que celle en fait de la reproduction de la vie ou de la subsistance en fait. Oui, exactement. Je ne me suis donc pas trompé. Et si je reviens un peu du coup sur toi ton travail de terrain. Parce que j'imagine, là tu viens de nous expliciter quand même quelque chose qui, j'imagine, a mis du temps un peu à incuber, toi, dans tes recherches. Comment est-ce que tu en es arrivé là, en fait, à penser justement ces communautés plus qu'humaines, ces moments de circulation entre ce que certains appellent des ressources naturelles et des habitants humains, non humains. Comment s'est passé un peu le processus pour comprendre un petit peu ça? C'est aussi... cette critique-là de la théorie des communs, je ne l'invente pas, je la synthétise seulement, mais c'est une critique qui a déjà été formulée au sein de la littérature. Et puis après, ça vient aussi du terrain. C'est-à-dire que j'ai travaillé aussi sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et ce que je trouvais intéressant et paradoxal, c'est que c'est à la fois un endroit où il y a une forte revendication du commun, de s'organiser en commun, et aussi ce slogan qui est très connu de « nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend ». Et aujourd'hui, plein d'intellectuels qui disent que c'est formidable parce que ce sont des gens qui ont déconstruit nature-culture et qu'ils sont dans notre rapport au vivant. Et donc, je me suis dit... et en fait, c'est à le voir et à le vivre que ce genre de choses arrive. En fait, quand on est face à un arbre et qu'il faut le couper, comment est-ce que les gens parlent de l'arbre? Ils disent faut voir peut-être comment est-ce qu'il va réagir. On va essayer de le couper comme ça. Ah ouais, mais et puis tu fais aussi avec des animaux, mais les animaux, en fait, quand tu es avec, la vache, elle fait pas exactement tout le temps ce que tu veux, ni le cheval, par exemple, pour débarder le bois. Tu peux pas utiliser. Et donc en fait, tu es tout le temps en train de négocier, et pas seulement avec les humains. Donc, et à partir de ce moment-là, tu te dis mais oui, en fait. C'est compliqué de manière empirique de séparer les choses. Mais ça, est-ce que, alors, d'une certaine manière, c'est pas quelque chose qu'on fait tous plus ou moins réellement, cette négociation, en fait, et ce rapport au non-humain ou au plus qu'humain je vais dire presque dans notre vie, alors peut-être pas de tous les jours quand on habite dans un appartement à Paris, etc., mais quand on a un rapport avec le vivant, non humain, le fait de les prendre en compte, qui est justement des rapports et des relations qui se mettent en place et qui ne sont pas juste en fait des relations de contrôle, de mesure, oui. et qu'on fait avec. Oui, on fait avec. Mais là, c'est la question. Oui, bien sûr. Les gens parlent à leur chien et à leur voiture, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'on peut mettre les voitures dans les plus qu'humains. Non, mais il y a aussi la question de la technologie. Qu'est-ce qu'on fait ? Et comme dirait Damasio, les smartphones sont des vitres qu'on caresse, c'est ça qu'il dit. On passe la vie à caresser des vitres. Non, mais en fait, c'est surtout la question de comment est-ce qu'on produit. Par contre,
dans notre imaginaire de comment est-ce qu'on doit produire, organiser le travail, on est dans un paradigme de maîtrise. Et donc, c'est pas du tout la même chose de faire une plantation que de faire une gestion de forêt en commun. Elle est là, la différence. D'accord, ok, c'est sur la question de la production. Ok. Mais, je pense que la transition est toute trouvée pour que tu nous parles un petit peu justement de ton terrain de recherche, qui est donc, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui est à la fois, je pense, un nom extrêmement familier pour la plupart des gens, et en même temps quelque chose d'extrêmement méconnu. Du coup, est-ce que peut-être tu peux nous en dire quelques mots? C'est quoi en fait la ZAD de Notre-Dame-des-Landes? C'est quoi un petit peu son historique? Et puis toi, comment est-ce que tu es arrivé sur ce terrain-là? Oui. Comme je disais, pourquoi la ZAD? J'ai déjà dit que c'était à la fois un lieu où il y avait la revendication d'une pratique des communs, d'une défense des communs, qu'il y avait ce slogan-là, nous sommes la nature qui se défend, qui, quand on le compare à des rapports, par exemple, de Vinci qui voulait y construire un aéroport, oui, peut-être il faut d'abord rappeler ça, que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est une occupation habitante contre un projet d'aéroport dans l'ouest de la France, au nord de Nantes. Et que, en tout cas, le rapport à l'écologie et à l'environnement, quand on lit des slogans ou des prises de parole de la part depuis la ZAD et des rapports de Vinci, on voit qu'on n'est pas sur le même rapport. C'est très drôle de faire la comparaison. C'est aussi une des plus grandes expériences d'autogestion en France de ces dernières décennies, en termes d'ampleur. Enfin, on est sur une surface d'à peu près 7-10 km sur 2, dans le nombre de secteurs et d'activités. Donc, je dis le mot secteur, ça n'a pas trop de sens, mais en tout cas, de dire qu'il y a eu de l'organisation, de l'auto-organisation agricole, d'artisanat, de la forêt, enfin, en tout cas, en lien avec la forêt, du bois, mais aussi sur du soin, et que longue, parce qu'on est sur de l'auto-organisation, en tout cas, qui a duré plus de 10 ans. Et puis, autre chose qui est important sur la ZAD, c'est que c'est un des imaginaires de l'alternative les plus puissants. Aujourd'hui, quand on demande c'est quoi l'alternative, c'est quoi l'alternative la plus radicale qui existe, les gens répondent la ZAD. Donc moi, je me suis dit... parce que c'est toujours la question, ok, il faut la fin du capitalisme, mais à quoi ça ressemble? Et donc, moi, c'est ça qui m'intéresse, en tout cas dans la gestion, c'est on regarde le comment. Une fois qu'on a posé le bon d'accord, et maintenant, c'est ça. Moi, c'est comment est-ce qu'on prend des décisions, comment est-ce qu'on se répartit la charge de travail, comment est-ce qu'on fait des process, et comment est-ce qu'on maintient une activité. Et je trouvais qu'il y avait... c'était forcément riche là-bas. Et après, autre chose que j'ai envie de préciser, avant de rentrer sur l'histoire, mais c'est que, en tout cas, du coup, l'abandon de l'aéroport, c'était en 2018, et moi, mon terrain, ça a été après. Donc, c'est pas du tout la même chose. Il y a la ZAD avant et la ZAD après. Donc, dans ma thèse, moi, je parle de ZAD post-abandon. Et même des gens qui disent l'ex-ZAD, les gens continuent à dire ZAD par habitude et parce que c'est ça, comme ça qu'elle est connue, mais en tout cas, moi, je parle de la ZAD post-abandon de Notre-Dame-des-Landes. Voilà. Voilà. Est-ce que tu veux du coup que je fasse un petit résumé, un bref historique, okay. Et puis expliquer aussi comment est-ce que les gens arrivent à s'installer sur un terrain qui ne leur appartient pas pour lutter, mais lutter contre quoi, par rapport à quoi, un peu tous ces aspects qui pour beaucoup de gens en fait qui sont pas ancrés dans les luttes territoriales, qui n'ont pas cette expérience, ce vécu-là, peuvent trouver ça en fait assez bizarre ou en tout cas saugrenu. Oui, n'ont pas forcément une bonne compréhension de la chose, et moi le premier en fait. Donc c'est... Oui. Déjà, une chose qui est intéressante, c'est que ZAD de Notre-Dame-des-Landes, on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière, mais pour toutes les personnes qui ont habité en France ces 10 dernières années, on en a déjà entendu parler parce que c'était tout le temps à la télé. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est dès que je sors de la France et que j'en parle, personne. Donc c'est aussi quelque chose de très national. Ça a été une question, en tout cas, d'ampleur nationale. On en parlait, ça a beaucoup de liens avec les présidentielles. Puis c'est vieux, parce qu'en fait, ça remonte aux années 60. Et puis autre chose aussi, c'est que la ZAD, c'est qu'un bout de l'histoire du mouvement anti-aéroport.
Le mot qui est beaucoup utilisé, c'est composante du mouvement. C'est-à-dire qu'il y avait des élus, des gens dans Nantes, plein de gens qui étaient investis dans la lutte anti-aéroport, mais la ZAD, c'est l'occupation habitante sur les terres concernées par ce projet d'aéroport. Là, si je fais un résumé, toute histoire de la ZAD est forcément située, et en tout cas, s'il y a des personnes que ça intéresse, il y a vraiment eu un travail de la part des personnes qui ont habité ou des journalistes de faire cette histoire-là. Il y a beaucoup de ressources, en tout cas. Et donc, en tout cas, alors, pour revenir sur l'histoire, donc, c'est dans les années 60, en fait, qu'on a la formulation d'un projet d'aéroport. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'on commence à... c'est vraiment le moment des grands projets. Et puis, après, dans les années 70, on a la création d'une zone d'aménagement différé, donc près de Nantes, une ZAD. Donc, en fait, ça vient vraiment de l'administration. Et là, en fait, on a la première mobilisation anti-aéroport. Donc, cette ZAD, où est-ce qu'elle est faite ? Elle est à une vingtaine de kilomètres au nord de Nantes, dans une zone bocagère. Donc, les gens qui habitent à côté, ils ne sont pas trop d'accord. Puis après, dans les années 80-90, on n'entend plus trop parler, notamment les chocs pétroliers, c'est plus trop d'actualité. Et c'est dans les années, tournant des années 2000, qu'il y a le gouvernement, un gouvernement de gauche, Jospin, qui relance ce projet-là et qu'en plus, il dit que ça va être un super projet. Et là, il y a un élargissement de la mobilisation anti-aéroport. Donc là, le mouvement anti-aéroport commence à s'organiser. Donc là, je vais donner quelques grandes dates, mais en fait, il y en a beaucoup. Et puis, c'est multicouche. Donc en fait, c'est très facile de faire une très très longue histoire. Mais en tout cas, en 2008, il y a un appel à occupation de personnes qui est connu sous l'appel des habitants qui résistent. Et qui dit que, en fait, on ne peut pas défendre un territoire vide. Parce qu'en fait... Là, je ne rentre pas dans les détails, mais le fait que l'État ait créé une zone d'aménagement différée, en fait, ça lui donne un droit aussi de... ça fait que l'État va petit à petit acheter les terres, et donc les gens vont commencer à partir de cette zone, donc ça va se vider. Donc là, ils disent, ouais, mais là, si on est 3, ça ne va pas marcher. Et à ce moment-là, ça ne résonne pas trop. Mais en fait, l'année suivante, il y a l'organisation d'un camp climat, à cet endroit-là. Alors, les camps climat, c'est quelque chose qui vient plus du monde anglo-saxon. Et donc, c'est des sortes de festivals, de camps, où il y a des personnes plutôt des milieux altermondialistes qui viennent. Et c'est des moments où on s'auto-organise aussi de manière très préfigurative, c'est-à-dire qu'on fait de l'horizontalité tout de suite, on essaie de s'organiser de manière désirable. Et puis, on va essayer de faire aussi des actions contre certains projets. Et donc là, ils avaient été dans différents endroits. Et là, cette année-là, c'était Notre-Dame-des-Landes. Donc, il y aura à ce moment-là aussi organisation d'actions dans l'aéroport toujours existant de Nantes Atlantique. Donc voilà. Et en fait, à ce moment-là, il y a l'appel à occupation des habitants qui résistent, qui est relu. Et donc là, il y a des personnes qui trouvent que ça fait sens, en fait, de rester. Donc bien qu'il y avait eu déjà des squats un peu, mais là, en fait, ça marque vraiment le début de ce qu'on peut appeler, en fait, le début d'une occupation habitante. C'est-à-dire qu'il y a des maisons vides, donc les gens commencent à y rester et à habiter. D'accord, il y avait des maisons sur ce terrain qui n'étaient pas encore détruites parce que l'État... En fait, c'était des... Pour l'instant, il y avait c'était des zones habitées, en fait. Hein. C'était pas des zones vierges. C'est une zone d'à peu près de 1650 hectares. L'État achète peu à peu des terres, donc il achète aussi du bâti, mais c'est vide. Et donc, en fait, les gens commencent à aller squatter, mais dans des espaces qui sont vides. D'accord, ok. Il y avait les deux, soit des terres... vides, effectivement, mais qui appartenaient à des individus Des individus, des agriculteurs. En fait, peu à peu, l'État préempte. Donc, au fur et à mesure, l'État devient de plus en plus propriétaire. Et donc là, entre 2008 et 2012, il y a à peu près une 60aine de personnes qui vivent à l'année sur zone. Et une date aussi à retenir, c'est qu'en 2010, donc là, c'est Vinci qui remporte l'appel d'offres. Donc Vinci, donc après ils vont détenir AGO, donc Aéroport Grand Ouest. Donc c'est eux qui vont
construire qui sont en charge de construire l'aéroport. Et donc, ainsi qu'une entreprise privée. Une entreprise privée, bien sûr. Et donc, en fait, là, il y a donc la ZAD, en fait, là, donc ce mouvement d'occupation devient une composante du mouvement, commence à avoir de l'auto-organisation aussi à cet endroit-là. Les gens commencent à avoir des activités. Et puis, il y a aussi à la fois, on essaie d'empêcher le début par tous les moyens des travaux, donc à la fois par voie légale, mais aussi paralégale. Et donc, Vinci, quand même, n'est pas trop content parce qu'il y a du sabotage et tout ça. Et 2012, il y a Hollande qui est élu. Et son Premier ministre n'est autre que Jean-Marc Ayrault, qui est ancien maire de Nantes, donc plutôt aussi pro-aéroport. Et puis, ministre de l'Intérieur, c'est Manuel Valls. Le désordre, on n'aime pas trop. Donc, en 2012, il va y avoir l'organisation de ce qui va être appelé l'opération César, donc qui va être en fait une grosse opération de démantèlement avec énormément de policiers. Mais en fait, alors il faut bien situer l'époque, on est avant les attentats. Donc la manière dont les forces de l'ordre, ça a beaucoup d'influence dans la manière dont les forces de l'ordre s'organisent. Et puis c'est aussi une des premières opérations en dehors d'un espace urbain. Donc on est en zone humide, en forêt, en milieu rural, et devant des personnes qui résistent. Donc en fait, ça marche pas beaucoup. Les vidéos vont tourner de policiers qui s'embourbent, en fait. Enfin, ça s'embourbe même de manière, au sens propre comme au sens figuré. Et donc, en plus, il y avait eu un appel de la part des occupants pour un mouvement de réoccupation. En fait, d'appeler pour qu'il y ait réoccupation. Et donc, en fait, quelques semaines plus tard, il va y avoir plusieurs milliers de personnes qui vont venir réoccuper pour reconstruire. Et donc, en fait, là, c'est un mouvement clé, en fait, dans l'histoire du mouvement. Parce qu'en fait, à ce moment-là, vraiment, le rapport de force est vraiment très en défaveur de l'État. Et donc là, en fait, ils vont annuler l'opération. Pendant quelques mois, il y a des policiers qui vont continuer à garder un peu des checkpoints. Puis finalement, en fait, à partir de 2013 jusqu'à 2018, il n'y a pas vraiment de force de l'ordre sur zone. Donc, par exemple, en 2018, Édouard Philippe dira que c'était une zone de non-droit. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on en entend parler, parce que vraiment, c'est la question de où est l'État, qu'est-ce qu'on fait. À qui appartient ce territoire, voilà. Comment est-ce qu'il est géré. Et donc, de 2012 à 2018, là, c'est vraiment le moment où il y a beaucoup plus de personnes qui commencent à habiter. On est à environ entre 100 et 500 personnes à l'année, et avec environ 60 lieux de vie. Donc en fait, quand je dis lieu de vie, ça correspond un peu à une sorte de hameau, quoi. Donc c'est-à-dire des collectifs avec des activités. Donc comme je disais, il y a des activités agricoles, artisanales, il y a une bibliothèque, il y a l'ambassada qui va être construite, il va y avoir des activités culturelles, il va y avoir toute une vie sur zone, et avec aussi des formes d'auto-organisation aussi, de comment est-ce qu'on décide et tout ça. Et puis, et en parallèle, la lutte aussi, toujours contre l'aéroport. On est dans ce paradigme-là. Oui, parce que j'imagine que pendant ce temps-là, Vinci, il cherche quand même à faire avancer son projet, non ? Ah oui, mais là, je ne rentre pas dans les détails de zone humide. Du coup, on va compenser. Du coup, on va faire de la compensation de zone humide. Donc après, il y a une autre composante du mouvement qui vient se rattacher, qui sont les naturalistes en lutte, qui va être aussi un mouvement, en fait, de naturalistes qui font devenir bénévolement, faire des relevés. Et en fait, aujourd'hui, la ZAD, ça fait partie d'un des territoires les mieux cartographiés, en tout cas à ce niveau-là, de France, voire d'Europe. Okay. Tellement il y a eu un travail, en fait, de relevé. Et qu'aujourd'hui, la naturaliste en lutte, ça a inspiré d'autres qui font les naturalistes des terres. Et aujourd'hui, dans les projets d'aménagement, c'est quelque chose qui est connu. Et le mouvement anti-aéroport a permis... Le mouvement contre l'aéroport de Nantes a permis de mettre ça à montrer aux gens par quelle ficelle est-ce que c'était possible de lutter contre un projet, et notamment la question des espèces protégées. Et bien sûr, la ZAD, à chaque fois, c'est ça qui a permis de beaucoup retarder. Parce qu'à la fois, tu ne peux pas commencer les travaux quand il y a nidification, quand il y a, à certaines périodes de l'année. Puis si tu as des espèces protégées, ça ne marche pas. Et puis là, en plus, il y avait
il y avait beaucoup d'espèces remarquables, puisqu'on est sur un espace de zone humide, de territoire bocager, qui ont complètement été détruits par le remembrement, parce que quelque chose qui est contre-intuitif, c'est que le projet d'aéroport a mis sous cloche cette zone. Donc en fait, elle a été préservée du remembrement. Donc ça fait partie des derniers territoires bocagers, en tout cas de cette partie. Enfin, c'est pour ça que c'est intéressant. Et qu'est-ce que j'ai dit aussi, que les enclosures, c'est ce qui avait créé aussi le bocage. Donc, quand on va sur la ZAD, les personnes le racontent aussi, ont cette histoire-là, que le bocage, c'est aussi un héritage de l'histoire du capitalisme. Enfin, voilà, bon. Il y a 1000 choses à dire, mais alors, en gros, il y a tout ça. Et jusqu'en 2018, sur 2017, Macron est élu. On voit qu'aussi, c'est très lié aussi au rythme de la présidentielle. Donc, en fait, au début, Hollande avait ce dossier-là, mais bon, à partir du moment où il savait qu'il n'allait pas se représenter, il s'est dit que le suivant allait s'en occuper. Donc, 2017, Macron est élu, il renomme une énième commission qui aboutit à on ne sait pas trop. Et en fait, début 2018, il y a Édouard Philippe, le Premier ministre, qui annonce l'abandon du projet d'aéroport. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? C'est une victoire pour le mouvement anti-aéroport, mais c'est aussi une grande question sur, du coup, qu'est-ce qu'on défend maintenant ? Qu'est-ce que la ZAD doit devenir ? Donc là, il y a vraiment des énormes conflits internes au sein du mouvement sur la question de est-ce qu'on doit... Je résume, il y a sur plein de sujets, mais bon, en gros, c'est est-ce qu'on doit négocier ou pas avec l'État ? Et là, je le fais vite, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a au moins l'initiation d'un processus de légalisation par une partie du mouvement. Et en fait, en face, il y a des opérations d'expulsion qui sont organisées avec des milliers de gendarmes, des drones, des hélicoptères et des véhicules blindés. C'est la première fois que l'État français déploie des véhicules blindés sur le territoire métropolitain. Et il les ressortira pour les Gilets jaunes. Depuis, il les ressort. Donc c'était aussi... on voit qu'on n'est plus dans le même paradigme de 2012. Et aujourd'hui, est-ce que la ZAD pourrait exister ? C'est une question. Donc depuis 2018, on est toujours sur un processus de négociation. Donc souvent, ça c'est quelque chose qu'on me demande. On me dit « Ah, mais il y a toujours des gens ». Mais oui, il y a toujours des gens sur cette zone. Parce qu'aujourd'hui, à qui appartient le territoire ? C'est l'État qui possède les terres ? L'État a recédé au département. Donc c'est le département, les négociations se font avec les départements. Après, donc, il y a différents niveaux en fonction des questions. Donc c'est beaucoup le département, mais aussi les communautés de communes. Et la ZAD, donc on dit ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais Notre-Dame-des-Landes, c'est qu'une seule commune. En fait, il y en a beaucoup autour. Okay. Et elle est... la ZAD est sur 2 communautés de communes. Je ne sais plus sur combien de communes elle est, mais un certain nombre. Donc c'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit, il y en a qui sont partisans de négocier, de rentrer dans une forme de légalisation, ça veut dire quoi ? Ça voudrait dire racheter ces terres au département ? Oui, c'est une histoire qui a été longue, mais alors la première chose que les personnes ont voulu, c'est oui, alors on veut de la... Et c'est... Pardon. Oui, en fait, c'est ce que montre aussi Geneviève Prévost dans son dernier ouvrage. Elle dit que les mouvements alternatifs aussi, même s'ils sont contre la propriété privée, en fait, la propriété privée, c'est aussi une manière de protéger. Mais après, on peut essayer d'en faire, en tout cas, de la sortir du marché. Donc après, ça peut être des propriétés collectives, mais du moins, en tout cas, essayer de la sortir du marché. Donc, ce qu'ils ont fait sur la ZAD, c'est d'abord un fonds de dotation, terre en commun, donc, qui est un détournement d'un outil qui n'a pas du tout été pensé pour ça, qui avait été élaboré sous Sarkozy, je crois, pour avoir un habitat, en tout cas pour avoir une propriété partagée. Mais le département ne veut pas vendre. D'accord. Parce qu'on est aussi sur un contexte où on est à une vingtaine de kilomètres de Nantes. Donc ça a pris beaucoup de valeur aussi, ces terres-là. Et puis donc il y a ça, donc la négociation sur la régulation du... ils ne voulaient pas vendre. Mais après, dans l'ordre, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Édouard Philippe, dans la suite de son discours, il dit « Ne pourront rester que les agriculteurs qui ont des projets individuels ». Donc en fait, ce sont des agriculteurs qui ont signé des baux ruraux sur la ZAD. Donc les terres, pour l'instant, ça c'est bon, ça c'est réglé. Donc là, c'est la question de squat bâti, donc ça c'est la question. Donc là, ça c'est encore en cours, je crois.
dernières nouvelles, mais peut-être qu'ils ont signé. Donc, donc c'est à la fois de la vente ou peut-être du bail amphithéotique comme dans le Larzac ou ce genre de choses. Après, il y a eu la question... Alors après, une autre question, c'est aussi la question de l'habitat léger. La loi Allure a un peu ouvert des voies, mais alors la ZAD aussi, c'est ça qui est une particularité, c'est qu'on est sur une organisation de l'habitat, beaucoup autour de l'habitat léger. Souvent, c'est un habitat... Souvent, les collectifs, c'est un habitat en dur, avec donc les gens appellent ça les communs, mais c'est l'espace partagé là, et donc la cuisine, le salon, et puis autour il y a des habitats légers individuels souvent, donc c'est des personnes seules ou des couples qui peuvent être dans des yourtes, des cabanes, des mobil-homes, des vannes, mais en tout cas il y a de l'habitat léger autour du bâtiment dur. Et puis alors après dans les autres dossiers, il y a la question de la forêt, puisqu'il y a une forêt sur zone. Mais quand il y a eu le projet d'aéroport, c'est devenu sur la carte d'urbanisme, c'est devenu une zone aéroportuaire. Donc il n'y avait plus de forêt sur la carte. Donc pendant la lutte contre l'aéroport, les personnes ont commencé sur la ZAD, on a commencé à s'organiser pour gérer la forêt, mais on gérait une forêt inexistante. Sauf que depuis 2018... Inexistante administrativement. Administrativement. Et depuis 2018, donc l'État... le département est redevenu propriétaire, et donc là la forêt est réapparue, et quand c'est l'État qui possède une forêt, le seul organisme qui peut gérer une forêt, c'est l'ONF, l'Office national des forêts. Donc là, il fallait négocier pour pouvoir garder la main sur la gestion de la forêt, alors que c'est l'ONF qui doit gérer. Donc il y a eu un processus très long, très complexe de négociation avec à la fois le département et l'ONF. Et en fait, il y a eu une convention qui a été signée. C'est la première fois qu'il y a une convention qui est signée entre une association, l'association Abracadabois, donc de la ZAD, l'ONF et le département, une sorte d'accord pour qu'il puisse y avoir quand même un peu la main sur la gestion. Mais on est sur quelque chose de très récent, et pour l'instant, je ne saurais pas dire ce que ça a vraiment donné dans ce que ça a changé. Voilà, et puis après, dernière nouvelle, c'est... mais là, ça correspond... c'est plus après Vinci qui s'est retourné contre l'État, parce que quand même, ils ont considéré qu'ils avaient perdu beaucoup d'argent. Donc, ils ont demandé à l'État d'être dédommagé. Et là, le tribunal administratif de Nantes a dit que le choix d'abandonner le projet d'aéroport était d'intérêt général. Et donc, ils ont été déboutés de leur demande en préjudice. Et je ne suis pas juriste, mais je pense que c'est une décision qui est très intéressante pour les luttes en cours contre les grands projets, qui repose notamment sur des partenariats public-privé. Parce que c'est ça, Vinci. Donc, c'est quoi un partenariat public-privé? C'est un mode de financement par lequel il y a une autorité publique qui fait appel à des prestataires privés pour financer et gérer un équipement assurant ou contribuant au service public. Donc, et le partenaire privé reçoit en contrepartie un paiement du partenaire public ou des usagers du service qu'il gère. Donc, en France, on a des partenariats publics-privés ou des PPP pour des autoroutes ou des hôpitaux. Et donc là, par exemple, si l'État abandonnait, je ne sais pas, le projet de l'A69 sur le fondement de l'intérêt général, ça ouvre ce genre de... En tout cas, pour le prestataire, ça ferme un peu les portes pour pouvoir d'être dédommagé. En tout cas, ça prouve qu'il porte aussi du risque. Chose que le partenariat public-privé pouvait faire croire qu'il ne le portait pas. Et ce qui est une voie intéressante aussi pour l'État, qui du coup pourrait sortir gagnant entre guillemets de ces histoires sans avoir à dédommager du privé. Ça, on ne rentrera pas dans ces détails-là de collusion ou problématiques d'intérêt, voire de corruption qu'il peut y avoir sur ce genre de partenariat et de projet. Déjà, merci pour ce récapitulatif un peu sur l'histoire de la ZAD, où est-ce que ça en est. J'avais une autre question aussi, peut-être un peu avant d'aborder toi, tes observations et participantes et notamment à travers la filière bois-forêt dont on a un petit peu parlé
sur la ZAD, c'est au-delà de ce que ça représente comme territoire, l'histoire de cette lutte, de pourquoi ces gens étaient là, c'est qui ces gens aussi, en fait? Parce que pareil, c'est toute une idée un peu de... Oui. Qui sont ces gens qui, à un moment donné, décident d'arrêter leur vie Oui. ou et d'aller vivre sur un territoire de manière illégale, quelque part, pour s'opposer à un projet qu'ils jugent éthiquement non désirable et non acceptable. Je pense que pour pas mal de personnes, ça peut paraître un peu aussi, encore une fois... particulier. Enfin, on peut se demander, en fait, c'est peut-être des gens qui semblent très éloignés de nous. Alors voilà, pour un peu casser toutes les idées reçues qu'on pourrait avoir sur ces personnes-là, est-ce que tu peux nous dire quels sont les profils de ces gens? Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils en viennent à ça, en fait? D'accord. Bah, déjà, la première chose, c'est que tu m'as dit de manière illégale ou quoi. Bah, en fait, c'était quand 2012, 2022, on a fêté les 10 ans de l'opération César. Et je discutais avec une personne qui était là depuis avant 2012. Et elle disait... on a fait une réunion des vieux. Bah, en fait, d'avant 2012, ils étaient moins d'une dizaine en fait, encore sur la ZAD. Et puis, je discutais avec une autre personne qui me disait que avant 2018, bah, c'était même pas sûr que c'était les... Si, c'était quand même plus que la moitié, mais... Enfin, il y avait... Donc... Mais il y a eu quand même du renouvellement. C'est-à-dire que la ZAD, c'est aussi un lieu où il y a de la circulation, du renouvellement. Et donc... Autrement dit, les personnes qui habitent aujourd'hui n'étaient pas toutes là avant 2018. D'accord. Et en 2018, il y a eu beaucoup de départs. En tout cas, alors ça dépend de la manière dont les personnes... De quel côté les personnes le diront. Il y a des gens qui diront qu'elles se sont mis dehors ou d'autres qui diront qu'elles sont parties. Ça dépend comment on le formule. Mais... Enfin, déjà, la ZAD de 2024 n'a rien à voir avec la ZAD de 2017, ni de 2012. Et alors ensuite, sur les profils, ben, il y a différents âges, mais bon, quand même, je dirais... Mais j'ai pas fait d'études quantitatives, mais je pense qu'on est à peu près sur une moyenne âge entre 35 et 40 ans. Okay. Y a des enfants qui habitent sur la ZAD et qui vont à l'école. C'est majoritairement des personnes blanches, majorité de personnes cisgenres, et quand même une certaine proportion de gens qui ont fait des études, en tout cas sur la ZAD. Moi, mon terrain, c'est 2021-2022. Majorité de personnes qui ont fait des études. Donc, qui, sociologiquement, ne sont pas très éloignées de toi et moi. Mais par contre, une chose qui les distingue de toi et moi, c'est qu'il y a en tout cas dans la manière dont elles pratiquent leur quotidien, c'est qu'il y a une polyactivité. C'est-à-dire que sur la ZAD, on n'appelle pas le boulanger le boulanger. On l'appelle par son prénom. Tout le monde s'appelle par son prénom parce que on ne peut pas appeler les personnes par leur fonction, sauf si... Et encore, c'est pas sûr, non? Parce qu'en fait, tout le monde est dans une certaine polyactivité. Une personne va faire le jardin le lundi, la boulange peut-être le jeudi après-midi, et puis le mardi, ça va être des réunions peut-être sur les questions d'urbanisme, et puis le vendredi, on va être sur des questions plutôt de féminisme, et tout ça, ça va tourner tout le temps. Et souvent, les personnes, elles savent à la fois couper du bois, faire les foins, tourner des trucs. Et il y a vraiment un grand savoir-faire aussi. Mais comment ces gens décident de venir là, par exemple? C'est des gens qui habitaient à Nantes, en centre-ville Moi, j'ai pas fait d'études sociologiques. D'accord. Je suis pas sociologue. Parfois aussi, je trouve ça plus... Enfin, je trouve que c'est des questions difficiles à poser aux gens, mais... Alors, j'ai l'impression qu'il y en a quand même pas mal qui viennent à peu près du... Enfin, il y en a qui viennent du coin, dans le sens Bretagne, Ouest, Loire-Atlantique. Des personnes qui habitaient à Nantes, puis qui y allaient de plus en plus, puis en fait qui y sont restées. Des personnes qui étaient en van, qui y sont passées. C'est vrai que la ZAD, c'est facile d'y entrer, c'est plus difficile d'en sortir. Il y a quand même aussi une sorte de rythme et de place qui... C'est organisé aussi de manière à ce que des personnes de passage puissent participer aux activités du quotidien. Mais après, c'est vrai que ça, c'est peut-être des choses qu'on peut aller trouver dans la littérature par ailleurs, ou alors en lisant les récits de la ZAD et les récits personnels, mais c'est quand même des récits très différents. D'accord, c'est vrai que... Il n'y a pas une manière de s'établir sur place. Mais il y a des personnes qui... Il y a des personnes, ça fait 10 ans qu'elles sont là, elles sont arrivées à mon âge, elles en ont 10 de plus maintenant, c'est comme ça.
Et comment est-ce qu'ils vivent, du coup, les gens sur place? Puisque est-ce qu'il y en a qui ont des métiers à côté? Est-ce que parce que les enfants vont à l'école, mais Oui. comment est-ce qu'ils sont tous Et autonomes sur le territoire ou... Peut-être une manière de répondre, c'est parfois quand on va sur la ZAD et qu'on leur demande comment est-ce que c'est organisé, les personnes répondent qu'il y a à peu près 3 niveaux d'organisation sur la ZAD. Il y a les collectifs, les collectifs d'habitants, les activités, les groupes, parfois ils disent groupe patate, et l'assemblée des usages. Donc les collectifs, donc je l'ai dit tout à l'heure déjà, on peut les comprendre un peu comme des hameaux, et donc dedans c'est des collectifs d'habitants de 2 voire 10 personnes qui habitent ensemble, et le rythme sur la ZAD c'est que souvent il y a un jour par semaine qui est dédié à l'organisation de la vie sur le lieu. Donc là c'est à ce niveau-là par exemple qu'est décidé qui peut rester, c'est quoi les règles pour rentrer, pour sortir du collectif, comment est-ce que on décide qu'est-ce qu'on fait pousser là, non peut-être pas, mais de comment est-ce qu'on s'organise pour la cuisine typiquement ou le ménage, ça c'est grande question. Il y a les activités ensuite, deuxième type de niveau, et là sur la ZAD il y a des formes d'organisation plutôt seules ou couple, de manière peut-être plus entrepreneur, ou alors voilà. Mais il y a aussi des formes plus collectives, donc il y a des formes coopératives et puis aussi des formes associatives. Il y a des activités marchandes, des activités non marchandes, et puis il y a des filières en tout cas très locales, et puis il y a de la circulation, beaucoup de matière entre les personnes et les activités, c'est-à-dire que la sûre de la filière bois va servir aux toilettes sèches, à peu près toute la ZAD est en toilettes sèches, qui va permettre ensuite d'aller au compost, qui va permettre de faire de l'agriculture, ce genre de choses. Et ensuite, il y a troisième niveau, c'est l'assemblée des usages. Et là, c'est pour toutes les personnes qui se sentent concernées par ce qui se passe sur le territoire. Donc, en principe, tu peux y aller, même si tu n'habites pas sur la ZAD, mais que tu te sens concerné. Par exemple, que tu habites à côté, mais que tu viens souvent. Parce qu'en fait, ce n'est pas un lieu du tout fermé, ce n'est pas une communauté intentionnelle. C'est un territoire où on circule. Donc, les personnes qui habitent sur la ZAD, elles ont parfois aussi des contrats... elles ont parfois des contrats courts, je sais pas, à Nantes ou ailleurs, et puis elles vont revenir. Et puis, il y a des personnes qui habitent à côté, qui vont souvent y passer, donner des coups de main, ce genre de choses. Enfin, c'est pas du tout... C'est pas, en tout cas, c'est pas une communauté intentionnelle avec des frontières bien établies. Et j'imagine qu'ils sont pas 100% autonomes non plus sur place. Ils ont besoin d'acheter des choses de l'extérieur et ils utilisent aussi peut-être des ordinateurs, des téléphones, ce genre de choses. Donc c'est aussi vraiment ancré sur... ils habitent à 20 km de Nantes. Hein. Oui. Voilà. Donc c'est pas... Alors déjà, autonomie... c'est plus là dans le sens de Aurélien Berland, pas dans le sens de autarcie. Donc sur la ZAD, c'est pas en autarcie. Il y a une ouverture, il y a une circulation, les gens ont des voitures, il y a des personnes qui ont des téléphones, certains ont des smartphones, d'autres pas de téléphone, mais c'est plus par choix. Mais en tout cas, une chose principale, c'est que les gens ont quand même des voitures. Et sur la ZAD, il y a une distribution de produits, mais elle peut être sur zone, mais elle peut être aussi sur des marchés ou en AMAP, par exemple. Il y a de la production avec des matériaux qui viennent sur zone, donc par exemple du bois, mais aussi en dehors. On peut prendre, par exemple, il peut y avoir du bois qui vient en dehors, qui va être transformé, ou alors on va prendre de la récup de trucs et puis on va le transformer. Et puis il y a des personnes qui circulent, c'est ce que je disais, il y a des habitants qui vont en dehors de la ZAD et des riverains qui viennent sur la ZAD. Et que ces frontières, elles sont vraiment poreuses entre l'intérieur et l'extérieur. Il faut plus le voir comme une forme de vie de village ou intervillage que comme une communauté avec des barrières. Et oui, voilà. Et tu mentionnais la forêt, le fait de couper du bois. Je rebondis là-dessus puisque c'est aussi ce que tu as le plus étudié, je crois. Pour essayer de bien comprendre, tu disais il y a eu du coup un accord qui a été fait entre l'ONF, le département et justement l'association qui gère cette filière, Abracadabois. J'imagine pour aussi autoriser la coupe du bois, puisque cette forêt et l'usage de cette forêt
à partir du moment où c'est un terrain qui ne leur appartient pas, du bois qui ne leur appartient pas, et puis il n'est pas renouvelé comme ça, j'imagine, ça pose aussi des questions de... on comprend très bien les usages qu'on peut en faire en termes de besoins de subsistance, de se chauffer tout simplement, etc. Mais en quoi, comment est-ce que ça fonctionne concrètement Alors moi, mon terrain, c'est avant la signature de ce truc-là. Donc l'ONF n'est pas du tout dans mon scope, on va dire. Comment ça s'organise ? En fait, sur la ZAD, il y a... En tout cas, au moment où j'y étais, il y a une filière, une filière courte. C'est-à-dire, il y a à la fois gestion forestière, transformation du bois, transformation pour faire du bois de chauffe et du bois d'œuvre. Bois d'œuvre, ça veut dire qu'on va autoconstruire avec. Et que tout ça, en fait, cette allocation du bois, par exemple, ça passe pas par des logiques de marché. Et que pour le produire, en fait, c'est les habitants et les habitantes qui vont participer au processus productif. Alors pour la production, déjà une chose qui est intéressante, c'est que... oui, puis des haies, oui pardon, il y a aussi les haies. Donc il y a la forêt, mais en fait, vu que c'est un bocage, il y a aussi beaucoup les haies. Et les haies, c'est pas des petites haies, c'est des haies à 3 strates où il y a des arbres dans lesquels on peut faire aussi des poutres. Hein. On peut faire du bois de construction là-dedans. Mais les haies servent plutôt au bois de chauffe quand même. Et donc, en particulier les chantiers haies. Donc chantier, ça veut dire activité collective mais épisodique. En fait... Il y a bien sûr un groupe noyau qui va un peu avoir la charge mentale de l'organisation de ces chantiers et tout ça, mais au moment du chantier de coupe, c'est toutes les personnes, en tout cas des membres des collectifs qui vont demander ensuite du bois, qui viennent participer. Donc, comment ça se coupe, c'est issu de décisions collectives, de comment est-ce qu'on utilise des tronçonneuses, est-ce qu'on utilise des outils sans essence, ça aussi, ou sans bruit surtout. Et ça, on en discute. Comment est-ce que c'est réparti ? Ça, on en discute. Et une chose qui est intéressante, c'est que, en fait, après, ce bois-là, il va être distribué aux collectifs et les collectifs vont pouvoir se chauffer avec. Mais du coup, il y a quand même une appropriation au départ de la matière. Oui. Okay. Oui. Mais et du coup, j'imagine que ça soulève des questions sur le fait de la renouveler, pas la renouveler. Voilà. Et donc c'est pour ça que la question de l'allocation de la production d'usage, elles sont complètement tout le temps insérées, parce que c'est à quel point est-ce que je peux prélever dans la forêt, mais à la fois il faut que la forêt ou que la haie puisse se reproduire elle-même. Donc quels sont les besoins de la forêt, et puis quels sont pas seulement des arbres, mais en fait c'est quoi les usages autour. Et on est toujours aussi dans la question de multi-usage. Par exemple, la haie, elle sert à la fois de passage, elle sert à la fois en fait c'est beaucoup de l'élevage en fait dans ce genre de région. Donc les vaches ou le bétail peut se mettre à l'ombre. Peut avoir un usage médicinal aussi des haies. C'est là aussi où les insectes vivent. Va y avoir des ruches aussi parfois. Et donc tout ce mélange des usages doit être pris en compte dans la question de prendre des décisions. Donc c'est pour ça que c'est une chose qui est essentielle quand on dit la ZAD et tout ça, c'est aussi d'habiter le territoire. Mais habiter le territoire, ça veut dire comprendre aussi la dynamique des relations et des dépendances et de... Ah oui, mais là, si je touche là, qu'est-ce que ça touche comme dépendance et comme relation ? Donc ça, c'est la question de la reproduction de la haie. Mais en fait aussi, il y a pourquoi ça nous sert, à quoi ça nous sert. Et par exemple, là je pense plutôt l'histoire de la forêt sur la ZAD, mais la forêt sur la ZAD, elle a aussi une grande place dans la mémoire des luttes. Parce que pendant l'opération César, en fait, il y a eu beaucoup de moments d'affrontement avec la police. Dans la forêt, il y avait des cabanes dans les arbres. C'est là où les personnes ont beaucoup lutté. Donc il y a aussi des endroits qui sont des endroits de mémoire. Donc par exemple, une fois je faisais une balade avec un naturaliste et il disait en fait il y a des arbres, on les coupe pas parce que juste on a un souvenir avec. Et donc ça, c'est pris en compte dans la manière dont on coupe les arbres. Parce que, en fait, la forêt n'a pas qu'une fonction productive, elle a une fonction aussi reproductive pour la communauté.
Donc ça, c'est vis-à-vis de la forêt. Et puis après, vis-à-vis des humains, parce qu'en fait, tout se pose aussi la question, par contre, de comment est-ce qu'on produit... par exemple, qui a le droit de couper des arbres Est-ce qu'il n'y a que les hommes qui ont le droit de prendre des tronçonneuses et de couper les arbres Ou est-ce que les femmes aussi Comment est-ce qu'on se répartit la charge de travail Qui décide Donc tout ça, c'est politique, tout ça, ça prend du temps, et tout ça est discuté, décidé. Donc là, ça, c'est plus pour illustrer cette question-là, que c'est la communauté qui se détermine des règles pour elle-même, mais aussi pour les non-humains, quoi. Et cette sensibilité justement au non-humain, le fait d'appréhender les arbres, la forêt, les haies comme des êtres à part entière, de réfléchir à deux fois, de ne pas être dans une relation de contrôle justement, ça c'est quelque chose qui se crée, qui j'imagine évolue. Les gens n'arrivent pas forcément avec cette manière de penser sur ce territoire. Comment est-ce qu'elle naît, comment est-ce qu'elle se transmet, comment est-ce qu'elle évolue? J'imagine que c'est... c'est vrai que ça tranche avec cette idée où, par exemple, on entend beaucoup qu'aujourd'hui, il faut apprendre à se reconnecter à la nature. Et si je caricature, il faut aller faire des câlins aux arbres. Mais à partir du moment où... Mais cette question-là ne remet pas en question la question des modèles productifs. Là, sur la ZAD, cette relation-là d'attention, elle est beaucoup dans l'usage et dans la production. C'est-à-dire que sur la ZAD, ce qui est très impressionnant, c'est que la plupart des gens reconnaissent plusieurs essences d'arbres. Est-ce que toi et moi, on n'en différencie plus de 3 ? C'est pas sûr. Et pourquoi ? Parce qu'elles habitent avec, et c'est pas juste des trucs qui habitent à côté. En fait, ils ont un usage. Tu es confronté, et à partir du moment où on te dit qu'il faut que tu coupes un chêne au lieu d'un érable, il va falloir que tu les apprennes à les différencier. Et que faut qu'ils soient en bonne santé. Ah, mais c'est quoi les signes d'une bonne santé, machin. Donc en fait, dans l'usage, on apprend à regarder. Donc... Après, l'autre question, c'est est-ce que les gens viennent avec ces attentions-là ? En tout cas, elles viennent peut-être avec une envie d'avoir cette attention. Donc après, oui, il y a des personnes qui ont des parcours de vie qui font que, par exemple, elles avaient que des activités agricoles ou de lien avec la nature étaient dans leur parcours, ou pas forcément. Ça peut être aussi des révélations. Mais après, il y a aussi une chose quand même, c'est que de l'histoire des naturalistes en lutte sur la ZAD, la question du savoir naturaliste est quand même très important. Et il y a toujours encore des balades naturalistes et une envie de continuer cette histoire. Il y a un projet sur la ZAD aujourd'hui de l'école des Tritons pour continuer à transmettre aussi ces savoirs-là et de montrer qu'il y a des savoirs qui ne s'apprennent pas assis à une table. Et qu'il y a des savoirs qui s'apprennent à pratiquer autrement ce qui nous entoure. Ok, merci beaucoup Justine pour toutes ces explications. On va arriver à la fin de notre discussion qu'on pourrait bien évidemment continuer encore longtemps. Je voulais peut-être pour conclure savoir quelles sont peut-être les difficultés aujourd'hui des personnes qui vivent encore sur place ou qui ont vécu. En quoi est-ce que... difficulté et pas que, en fait. En quoi est-ce que ce mode de vie, ce mode d'organisation que toi, tu as pu observer, auquel tu as participé, représente une perspective désirable et une alternative, en fait, notamment face aux luttes écologistes et une manière, en fait, de penser l'écologie autrement que, j'allais dire, d'une manière plus par le haut, à travers justement toute cette compréhension de la mesure, le contrôle, les chiffres, mais à travers un vécu. Moi, je pense que ça nous permet de répondre à la question que Latour il a donnée sur la fin de sa vie. C'est la grande question, c'est de quoi est-ce que je dépends ? Et cette question-là, elle est profondément politique. Moi, si je la fais, la première réponse que j'ai, c'est que je dépends de chaînes d'approvisionnement mondialisées, de chaînes de valeur globale. Et que pour avoir des informations sur ces chaînes-là, de comment c'est produit, je dépends d'informations en tant que consommatrice. Le prix et tout ce qui l'entoure, les labels. Et que si j'achète tout à l'heure des œufs au supermarché, je n'ai pas de relation d'interconnaissance avec le paysan qui a produit les œufs. On aura beau essayer de m'en donner un peu plus, il y a des informations qui passent pas
si on garde cette séparation-là entre producteurs et consommateurs. Mais si moi, j'ai coproduit, et sur la ZAD, par exemple, quand je cuisine les carottes, eh bien, en fait, j'ai en tête bien plus de choses, parce qu'en fait, j'ai dans la tête toutes les relations qui font que la carotte, elle est devant moi. J'ai l'idée de son parcours, des mains qu'elle a passées, des insectes avec lesquels elle a grandi, des autres plantes qu'elle a côtoyées. Je sais, j'ai à peu près en tête aussi les processus de décision, de négociation qui ont abouti au choix de production, d'allocation. Est-ce que là, cette année, il y a eu particulièrement des bêtes, alors il a fallu mettre ça, même si bon, on voudrait quand même être bio, mais là, il a fallu mettre ça, mais c'était pour pouvoir maintenir l'activité. Il a fallu rentrer dans nos frais, mais en même temps, on voulait être solidaire. Alors comment est-ce qu'on a fait ? Est-ce qu'on a fait du prix fixe ? Est-ce qu'on a fait du prix libre ? Est-ce qu'on a fait une cotisation ? Et puis, en fait, aussi, la manière dont j'obtiens cette carotte, c'est pas le résultat d'un achat, mais c'est le résultat d'un processus de réciprocité entre moi et la communauté. Ce que j'entretiens, en fait, en la cuisinant, et même après en partageant le repas, c'est pas le maintien de mon pouvoir d'achat, mais c'est le maintien de ma relation avec ce qui m'entoure. Et puis, en plus, j'ai appris plein de choses. Parce qu'avant, je ne savais pas distinguer différentes carottes. Maintenant, en plus, je sais les distinguer, je sais les cuisiner. Donc, c'est aussi mon autonomie personnelle et collective qui s'est renforcée. Et puis, personne aussi non plus ne s'est enrichi sur mon dos, puisqu'il n'y a pas eu de plus-value. Donc, je suis sortie aussi de la logique marchande et de la privatisation. Donc, en fait, moi, ce que je trouve, ce genre d'exemple vient nous inviter à poser la question, est-ce qu'une activité sérieuse est forcément une activité marchande ? Est-ce que tous les soucis sont réglés par la création d'une entreprise pour créer un produit ou un service en vue de faire du profit ? Moi, j'ai envie de rappeler qu'il y a quand même beaucoup de personnes aujourd'hui qui dépendent d'associations, et les associations sont des organisations à but non lucratif. Donc ça peut être intéressant aussi d'aller regarder du côté de ce genre d'organisation qui a en tout cas un souci d'organisation démocratique et à but non lucratif ou à lucrativité limitée. Et puis aussi ce que nous pose aussi comme question la ZAD, c'est est-ce qu'on doit continuer à avoir une hiérarchie des savoirs entre les savoirs experts et les savoirs profanes, parce que c'est aussi quelque chose qu'on nous raconte dans l'écologie. Attention, il y a les experts qui vont vous expliquer comment on va faire, puis vous allez regarder parce que vous savez pas trop. Est-ce que le problème climatique, ça doit être un problème qui doit être résolu par des tableurs Excel ? En fait, ce que nous montre la ZAD et le mouvement des communs de manière plus générale, c'est que les personnes, elles sont expertes de leurs besoins, elles sont expertes de leur dépendance, et qu'on est capable de s'auto-organiser. Et même, on est capable d'apprendre des choses. La Convention citoyenne sur le climat, c'est un très bon exemple de personnes qui n'en savaient pas beaucoup plus que d'autres et qui ont été capables de donner et de réfléchir, de travailler cette question-là de manière très, très sérieuse. Et puis, après aussi, ce que nous montre la ZAD, et en particulier aujourd'hui, dans les difficultés qu'elle a, parce que quand même, aujourd'hui, il faut garder à l'esprit que les règles du jeu sont fabriquées pour que la vie ressemble à un Monopoly. C'est-à-dire que si on commence à essayer de constituer un petit groupe au Monopoly qui va essayer de jouer d'autres règles, notamment des règles de coopération, et qu'on va décider de ces règles démocratiquement, est-ce qu'on va réussir à gagner en face de ceux qui continuent à jouer les règles parce qu'en plus le jeu est fait pour eux ? Donc c'est vraiment plus dur parce que les alternatives, elles suivent d'autres logiques que celles du cadre dominant, mais en fait le cadre dominant est quand même majoritairement construit pour des entreprises à but lucratif. Et donc, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le développement des communs. Un point, moi, qui me semble important de souligner, c'est qu'aujourd'hui, on défend beaucoup plus, avec beaucoup plus d'enthousiasme la liberté d'entreprendre que la liberté d'association. L'épisode de l'annonce de la dissolution des soulèvements de la Terre, au-delà de ce que font les soulèvements de la Terre, mais en tout cas dans la levée de drapeau du mouvement associatif en général, c'était de dire qu'on était en grave danger. Parce qu'en fait, le fondement de cette dissolution, c'est le fait que on pouvait en tout cas empêcher des gens de s'associer. Et puis,
le dernier point, je pense que ce que je trouve assez incroyable sur la ZAD, c'est qu'il s'est passé des choses et qu'à peu près toute l'histoire qu'on peut raconter, c'est toujours, ça heurte cette expression de bien évidemment, et bien sûr, mais naturellement. En fait, c'est toujours beaucoup de surprises et c'est beaucoup de ils ont fait ça alors que c'était pas possible. En fait, si, il y a des choses qui sont possibles. Et ça veut pas dire que ce qui est fait sur la ZAD, c'est la solution universelle et que tout le monde doit faire pareil. Parce que ça, je pense que c'est encore une autre manière de se tromper. C'est plutôt de dire, en fait, c'est possible de faire autrement et on peut imaginer des choses et qu'il faut partir de nos milieux de vie. C'est-à-dire que l'histoire de la ZAD, elle est située sur là, à cet endroit-là, cette histoire-là, en particulier un territoire bocagé au nord de Nantes. Est-ce qu'avec un climat différemment, on peut faire les mêmes choses ? Non. Mais par contre, ça dit qu'on peut faire différemment que le grand récit qu'on nous demande de suivre. Voilà. Merci beaucoup, Justine, et à très bientôt. À bientôt.